Bonjour à tous, ici Pierre San George, auteur de livres de survie. Vous le savez, il y a quelques jours, en France, Chirac est mort. Non, on s'en fout du vieux escroc. On a une usine à Rouen qui a brûlé, qui a explosé. Lubrizol, près de Rouen, et on ne sait pas évidemment si c'est un accident, si c'est un attentat, enfin peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que les habitants dans la région et sous le vent étaient totalement impréparés et les informations de l'État et des systèmes de surveillance et enfin, d'information n'ont pas été à la hauteur du désastre. Avant de vous en parler, je vais vous mettre un petit entretien que j'ai eu ce matin avec quelqu'un que je connais et qui habite tout près de cette usine et qui va nous relater un petit peu ce qui s'est passé. À tout de suite. Vous allez apprécier, vous allez voir. Alors, William Perroquet, William, bonjour. Salut Pierrot. Salut. Alors, c'est évidemment un pseudo William Perroquet, mais tu habites Rouen. C'est ça, exactement Rouen. Voilà. On se connaît, surréaliste, c'est une étiquette, mais enfin, tu as un travail, tu travailles dans le médical. Mhm. C'est ça, très sportif, je travaille dans le médical et puis bon bah j'ai comme objectif plus tard maintenant vraiment j'ai l'objectif de j'ai pu mettre en place pour que je puisse commencer d'ici 2020 ma BAD. D'accord, bah c'est le bon moment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme tu habites Rouen, tu as été témoin de cet accident, de cette explosion. En tout cas, on ne sait pas encore si c'est un accident, mais en tout cas, il y a eu une explosion et destruction de Mhm. ce complexe chimique classé Céveso de Lubrizol. Céveso O, alors je sais pas si c'est important, Il y a différentes classes. classé O. En Et tout voilà. cas, c'est une usine qui fabriquait des produits pour plastique, polychlorobiphényle, terpéphényl, avec, j'ai ici la liste de ce qu'il y avait dedans, un liquide inflammable, liquide combustible, acétique, chlorhydrique, acide formique, etc. Soude ou potasse caustique. Il y a même des possibilités de stockage de produits légèrement radioactifs. Donc il ne s'agit pas d'uranium, de plutonium, de choses militaires ou nucléaires, mais il s'agit probablement de petits matériels utiles, enfin de substances radioactives qui peuvent être utilisées dans certains matériels très performants, très techniques, comme des thermomètres ou peut-être des spectromètres. Donc il y avait Mhm. quand même pas mal de saleté dans cette usine qui a brûlé. Alors raconte-nous un Mhm. petit peu la journée l'autre jour lorsque ça brûlait. Bah, peut-être avant de commencer, on peut dire rapidement ce qui s'est passé dans la journée avant de parler de moi, comment j'ai réagi. En fait, cette journée-là, à partir de 2 heures ou 3 heures entre 2 et 3 heures du matin, apparemment, il y a eu des explosions. Et, euh, les gens ont cru, j'ai vu quelques témoignages sur Internet, les gens ont cru en fait à un orage. Moi, je suis pas hyper loin, je suis à moins de 5 kilomètres. J'ai des gens qui sont à plus de 5 kilomètres qui l'ont entendu. Moi, j'ai rien entendu, j'ai bien dormi. Je pense qu'il y a trop de sport. Ah. Et en fait, c'est simplement, et donc ça a continué à brûler toute la nuit et les chaînes d'infos ont commencé à partir de, je sais pas quelle heure du matin, peut-être 6 heures ou 7 heures, ont commencé à donner des informations comme quoi il fallait rester confiné sur 13 communes. Les écoles n'ont pas été ouvertes. On a plutôt appelé à rester chez soi. Bon, Euh, ça c'est plutôt une bonne information déjà. Ouais, je pense, ouais. Et, et en fait, l'usine a brûlé. Il y a eu un gros feu, une grosse fumée noire jusque peut-être 15 heures. Et à Mhm. partir de 15 heures, apparemment sur les coups de 8 ou 9 heures, ils ont commencé à maîtriser le feu de ce qu'ils disaient. Et sur les coups de 15 heures, le feu a commencé à être éteint. Avec évidemment quelques petits endroits où c'est encore enflammé, mais il n'y avait plus cette épaisse fumée D'accord. noire. Et voilà, ils ont dû appeler jusqu'aux pompiers de Paris pour venir éteindre le feu. Ça n'a pas fait tant de bruit que ça, parce que finalement, il y a eu la mort de Chirac, hein, donc assez triste. Et voilà, Oui, ce qui c'est m'a... triste quand une usine brûle comme ça. Et d'ailleurs, il faut toujours saluer les pompiers qui se lancent quand même dans leur. Bah, bien sûr, c'est leur métier, mais il faut du courage pour se lancer face à ce genre d'incendie.
Souvent, il est maîtrisé parce qu'il n'y a plus rien brûlé, hein, mais tout de même, ils utilisent des produits, ils y vont pas avec de l'eau hein, sur des produits chimiques comme ça, des incendies de ce type. Ils utilisent des produits parfaitement adaptés normalement à ces produits chimiques qui brûlent, à ces hydrocarbures ou éléments toxiques. Et ils peuvent subir, au-delà des risques de l'incendie lui-même, ils peuvent subir aussi des risques de santé, puisqu'ils peuvent inhaler. Ils y vont bien entendu avec des masques, hein, mais avec des masques très perfectionnés, mais ils peuvent quand même inhaler ou subir des intoxications. Donc il faut saluer quand même leur courage. Ouais, non, je sais même pas comment on peut avoir cet état d'esprit de. C'est vraiment enfin, je trouve ça vraiment admirable. Donc, ouais, merci aux pompiers. Moi, je peux le dire de tout cœur. Hein. C'est vraiment honnête. Donc moi, ce qui m'est arrivé, bah, du coup, je me suis réveillé sur le coup de 7 heures du matin et j'ai reçu un message comme quoi quelqu'un ne se déplaçait pas en ville parce qu'il y avait un incendie. J'avais rien vu, puis j'ai pas les infos, donc j'étais pas du tout au courant. Et j'ai commencé à regarder et finalement, bah, à partir de 7 heures du matin, effectivement, j'ai regardé les infos, j'ai vu que l'usine Lubrizol avait explosé et qu'il y avait une épaisse fumée noire qui sortait. J'ai vu les images, j'étais assez impressionné. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu au loin qu'il y avait un peu une fumée noire. Alors j'ai tout de suite regardé la météo. J'ai vu que le vent était sud-ouest. À ce moment-là, je sais plus si j'ai passé des coups de fil ou pas, mais je me suis dit bah faut que je prenne une décision et très vite. Donc évidemment j'ai le bouquin NRBC et j'ai regardé. Et évidemment, je l'ai. Alors ça, tu vas un peu, je pense, m'engueuler. Je l'ai pas lu en entier. J'ai surtout lu la radioactivité et quelques passages sur comment se préparer. Et enfin, de toute façon, tu t'en fous. Enfin, c'est ma préparation, quoi. Mais voilà, c'est pas terrible. Et surtout, le problème, c'est que je pense que j'ai pas très bien réagi. J'ai vu qu'il y avait que tu classais les sites Céveso comme étant potentiellement très dangereux. J'ai eu l'impression que la fumée n'était pas encore au-dessus de moi, alors j'ai pris la décision de partir. Donc j'ai pris des affaires, de l'eau, mon ordinateur, deux trois petites choses, et puis je suis parti en dehors Mhm. du couloir de fumée. Je sais pas si c'était la bonne réaction à avoir. Je crois que j'aurais peut-être mieux fait de rester. J'ai un doute. Ouais. Ben, ça dépend. Effectivement, le confinement dans le cas de problèmes chimiques est assez important. J'ai moi-même le livre Hmm. ici. Alors pour Et préciser, je suis environ entre 3 et 5 kilomètres de l'usine. ouais, Je sais pas si c'est c'est tout important. près, 3 à 5 km. Si ça avait été une usine, par exemple, avec du chlore, ce qui n'est pas le cas ici, si ça avait été du chlore et que le vent allait dans ta direction, 3-4 km, c'est fait en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, Mhm. et le chlore est mortel. Mhm. Et, J'ai bien lu le passage. et donc, Merci de bien expliqué. là, tu aurais pu, tu te serais retrouvé à l'extérieur de chez toi dans un nuage de chlore, peut-être, hein, évidemment, Mhm. hypothétiquement. Alors que se confiner à l'intérieur en fermant les fenêtres, en mettant, on explique dans le livre comment se confiner, les gaz, si on le confine correctement, ne rentrent pas. Mhm. Évidemment, il vaut mieux pouvoir partir loin, mais 3-5 km, c'est très près. Hein. C'est très Mhm. très près. C'est très proche. Enfin voilà, donc je t'en prie, continue. Et bah, on a été vraiment au centre des informations hein, pendant quelques heures. La fumée, il y a eu de la pluie ce jour-là et on a retrouvé bah, des voitures tachées jusqu'à 20, peut-être 20 ou 30 kilomètres de l'usine. Donc c'est vraiment Ouais, c'est normal. c'est énorme. Ça a eu des conséquences énormes. Bah, j'ai pu fuir en dehors de la ville. J'ai trouvé ce qui m'a énormément étonné. Enfin, m'étonner sans m'étonner après, mais c'est que quand je me suis baladé dans la rue, il y avait des gens qui étaient sans masque et des gens qui allaient travailler normalement. J'ai trouvé ça choquant. Il y a eu quelques personnes qui se sont moquées de moi aussi. Parce que moi, je partais avec quelque chose sur la bouche et puis Mhm. voilà, je me dis, bah, je me casse, hein, je m'en fous, Ouais. là, c'est ma santé, donc voilà. Et donc, je suis parti m'abriter loin de tout ça, Et appeler la famille ou des choses comme ça. donc pendant que tu étais dans la rue, il pleuvait. Alors non, ça c'était plus tard qu'il pleuvait. Non, D'accord. non, non, là il pleuvait pas. Mais
il y avait du monde dans la rue comme un matin normal au travail D'accord. avec des gens qui ne mettaient pas de masque. Et ça, j'ai trouvé ça choquant. Bah, Parce que je trouve que c'est presque un réflexe, même sans avoir lu tes bouquins, c'est presque un réflexe de se dire, bah, quand même, une fumée, on va mettre un masque. alors C'est- normalement, normalement dans les communes où se trouvent des sites de type Céveso, normalement il y a des informations qui sont distribuées à la population et qui alertent, en tout cas dans les pays développés, et qui alertent la population en disant vous habitez près d'un site classé Céveso, qui donne certaines instructions sur quoi faire en cas de problème et normalement propose une liste de petits matériels qui est pas très cher, hein, c'est Ouais. quelques euros pour avoir un masque, par exemple un masque médical, je suppose c'est ce que tu avais sur toi, c'est ce que tu portais, qui filtre les poussières ou qui filtre en tout cas certaines particules que l'on pourrait respirer de manière sommaire. Là, on parle pas de trucs, on parle effectivement, c'est ce qui aurait été utile dans ce cas-là. C'est simplement un masque respiratoire pour filtrer les gouttes d'eau et les éléments d'hydrocarbures. Là, il ne s'agit pas de gaz de type chlore ou très très qu'on peut avoir attrapé par la peau ou par la respiration. Là, c'est simplement éviter de respirer des hydrocarbures qui sont toxiques, hein, c'est clair, il faut le dire. Et tous les gens qui ont eu de l'eau sur leurs vêtements, enfin de l'eau souillée et remplie de ces hydrocarbures toxiques, hein, qui sont maintenant sur leur peau, leurs vêtements, etc. Je ne sais pas si on leur a expliqué comment se décontaminer, même si c'est une décontamination légère. Mais je ne sais pas si quelqu'un leur a expliqué maintenant comment faire. Bah non, alors on va en venir pourquoi en fait on n'a pas expliqué. Déjà une petite notion importante, je crois que dans Rouen la sirène d'alarme qui normalement est censée avertir tout le monde n'a pas sonné. Je l'ai pas entendu. Ah ouais. Ouais, alors je sais pas dire pourquoi et non, apparemment je me suis pas trompé, j'ai pas redemandé mais je crois qu'elle a pas sonné. Donc c'est assez grave. Mais Euh, est-ce qu'ils ont ouais. annoncé qu'il y avait du danger ou pas aux radios et aux informations? Alors ah non mais il y a des choses incroyables. Oui, enfin ouais oui ils ont appelé au confinement des choses comme ça mais ils ont surtout mis en avant que les analyses ne montraient pas de nocivité des gaz. Non mais attends mais j'ai une image extraordinaire enfin à raconter mais je vais y venir. Je sais pas vers quelle heure ça s'est situé, mais ce qui a surtout en fait coupé aux informations, c'est la mort de Chirac. À partir du moment où il y a eu la mort de Chirac, on a à peine parlé 30 secondes par heure de Rouen. Donc tout d'un coup, en fait, comme image, c'est assez symbolique. C'est la France parle de Chirac qui est mort, et puis nous, quand on a un danger immédiat, bah, on peut se démerder quand on n'avait plus d'infos. On n'avait plus d'infos sur l'état de l'usine. C'était vraiment coupé, ce qui est normalement les chaînes nationales. Et je pense que ce qui aurait été intelligent, c'était de peut-être parler plus tard de la mort de Chirac, et puis finalement de continuer à donner des informations aux Rouennais, parce que on a vraiment été délaissés. Euh, Ce qui a été aussi ce qui m'a un peu perturbé aussi, c'est que il y a eu des représentants politiques, alors je sais plus quel niveau, voilà, qui ont été interviewés à la télé et qui ont dit mais non, regardez, nous on reste sous les fumées et les analyses montrent qu'il n'y a pas de danger, mais il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui me choque vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque je dirais un petit peu un manque de courage et peut-être un manque de précaution. Je trouve d'intelligence de dire que finalement on ne sait pas et bah, quitte à dire des choses qui sont plutôt graves, quitte à être dans l'excès et qu'on se moque un petit peu, eh ben, au moins on a eu une réaction un petit peu excessive et puis on a protégé un peu la santé. Mais voilà. Ah, Alors, quand il y a pas de vaccin à vendre, ils sont ah, moins dans l'urgence, hein. on fait moins de marge quand même sur les filtres à masque, hein, donc, enfin, les masques filtrants. Donc voilà, il y a pas de business. Non, mais probablement, c'est aussi une immense ignorance. Ouais, Euh, je crois surtout, ouais. Parce et qu'aujourd'hui, excuse-moi, je te coupe, non, mais vas-y. dans ce que j'ai ressenti justement, et puis moi le premier, hein, je suis pas, j'y connais pas grand-chose. Hein, je pense qu'il y a un manque d'organisation parce qu'en fait, on ne sait pas comment réagir. En fait.
Mais c'est que en fait, c'est même un manque d'ignorance par rapport à de la culture générale très simple, parce que on nous casse les couilles tous les jours avec des réchauffements climatiques et des risques hypothétiques dans le futur lointain, mais en revanche, on sait bien que boire un verre d'essence ou manger du goudron ou ingérer, je veux dire, personne va prendre de l'essence de voiture ou du kérosène et se le mettre dans les yeux, se faire un bain sur la peau et le boire. Tout le monde a fait un feu de cheminée ou un barbecue. Voilà, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est toxique, Voilà. ça fait tousser. On peut l'ingérer par voie cutanée, par voie oculaire, par voie orale, par voie respiratoire. Et les effets des hydrocarbures et des plastiques je veux dire, on a enlevé énormément de plastique du circuit alimentaire parce qu'ils sont effectivement toxiques. Mais là, lorsqu'il y a une usine toxique qui brûle, on se dit non, non, mais les fumées ne peuvent pas être dangereuses. C'est complètement absurde. Et c'est d'une ignorance incroyable et surtout, je crois, enfin, moi j'espère qu'il n'y a pas de volonté malveillante, parce que ça ne changerait, ça ne coûterait rien à l'État de communiquer correctement en disant restez chez vous aujourd'hui, fermez vos fenêtres, ne buvez pas l'eau du robinet, faites attention, s'il pleut, ne vous mouillez pas et nettoyez vos vêtements plus tard, nettoyez vos chaussures. C'est pas très compliqué ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, l'immense majorité des choses que l'on explique dans NRBC, dans ce livre, ne sont pas difficiles, ne nécessitent pas des équipements extrêmement sophistiqués et coûteux. Il suffit de bien savoir réagir et de pas faire de bêtises. Mais là, on a mis en danger des centaines de milliers de personnes sous le vent et dans la ville. C'est quand même une ville importante, Rouen. Et combien de personnes vont être maintenant avec des intoxications, je l'espère, mineures, évidemment, qui ont respiré, qui ont léché des produits, qui ont peut-être, même pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vont se retrouver. Je crois qu'il y a eu beaucoup de fermiers qui ont des gros problèmes maintenant d'avoir toute cette pluie et ces produits chimiques qui se sont déversés sur leurs champs. Et maintenant, Alors là, les conséquences, effectivement. Qui ne peuvent plus nourrir leurs animaux dans les prairies, qui vont devoir faire des travaux assez lourds et là c'est très coûteux de nettoyage et d'assainissement de leur terrain. Bon, à terme, la pluie et la nature, elle va embarquer tous ces produits dans la mer, et la mer les traitera sur plusieurs siècles, il n'y a pas de souci à long terme. Mais à court terme, il va falloir faire attention. Et puis même, j'ai vu est-ce que toi tu as vu ou tu as entendu des gens qui avaient de l'eau dans les conduits, dans les robinets, qui sortaient des robinets qui étaient d'une couleur un peu étrange? Non, non. Ça, je sais pas dire si c'est vrai ou pas. Et j'ai vu d'autres hypothèses qui étaient peut-être intéressantes. C'est que apparemment les pompiers pour utiliser de l'eau pour éteindre le feu ont besoin d'un gros débit d'eau, et ce gros débit d'eau en fait pourrait détacher certaines parties des tuyaux, et c'est ce qui rendrait l'eau tachée en fait. C'est possible. Ce serait pas une conséquence, donc je sais pas dire si vraiment là pour le coup j'ai aucune idée. Si c'est... Normalement, les systèmes de filtrage utilisés dans l'eau publique sont bons, et il y a des systèmes d'alerte qui coupent l'eau si des seuils de toxicité sont dépassés. Donc a priori, ça fonctionne bien. Je peux juste faire une petite précision. En fait, je connais aussi quelqu'un qui travaille justement dans la gestion de l'eau, et en fait, je crois que j'ai pas eu de mauvais retour là-dessus. Donc, en revanche, par mesure de sécurité, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, de la cristalline. Avoir quelques jours d'eau en bouteille à la maison, chez soi, c'est exactement dans ce genre de cas où ne pas prendre de risques et se dire bon bah voilà, pendant 2 ou 3 jours, en attendant qu'on soit vraiment certain que l'alerte soit donnée. Alors ça va pour se laver, pour prendre une douche, il y a pas trop de risques, hein. Mais voilà, pour boire, en tout cas pour des enfants, surtout les nourrissons, ne pas leur faire le biberon avec l'eau du robinet pendant quelques jours, et boire de l'eau en bouteille, ben ça fait pas de mal, et c'est par mesure de précaution. Après, je pense aussi que les filtres peuvent, dans ces systèmes de purification d'eau publique, sont assez bons, et c'est assez contrôlé. Néanmoins, faire attention et prendre une mesure de précaution. Et puis bien évidemment, ne pas être dans la panique. Ça c'est important aussi.
Bah, ce qui se passe, c'est que je pense que les dangers étaient surtout dans les 24 heures qui ont suivi l'explosion. Au niveau D'ailleurs, j'ai une respiratoire, c'est sûr. anecdote à donner là-dessus, assez très très spéciale. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux légumes et enfin tout ce qui est produits laitiers et légumes. Il y a 112 communes qui sont interdites, je crois, de vendre les œufs récoltés après Et l'accident, ouais. que ce soit le lait, que ce soit les légumes ou des choses comme ça. Donc, dans un contexte assez tendu en France, de gilets jaunes, Mhm. je pense qu'à Rouen, on peut s'attendre peut-être à quelque chose d'assez, peut-être des manifestations assez dures envers Lubrizol. En fait, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça peut gueuler parce que tout d'un coup, bah, déjà que nous, nos fermiers, ils sont pas très bien. Hein. Si on leur dit que vous pouvez pas vendre vos produits, on va dire ouais, mais qui paye les gars? Qui paye? Ouais. Là, ben, un gros ras-le-bol. Et ben, Donc les ça va se faire. Ouais. conséquences, je sais pas, mais c'est pas, ça va pas être très joli quoi. Oui, d'autant que même pour un État un peu bolchevique qui paye tout, parfois la rapidité de compenser évidemment pour la perte, le manque à gagner de ces agriculteurs peut se faire sentir. Et j'ajouterais que ça peut valoir la peine de bien nettoyer les légumes frais, les fruits Ouais. que l'on consomme les jours qui suivent. Enfin, tout ça pour dire, je pense que tu es d'accord que l'importance n'est pas. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts plus graves et heureusement mais que l'information qui a été distribuée a été insuffisante et faible. Et Bah, puis, j'ai aimé. Ouais, vas-y, excuse-moi, non, vas-y. Je vais terminer. et puis l'impréparation à la fois de la population et des services publics dans leur information à la population, elle a été assez médiocre. Bah, ce qui est surtout grave, c'est que je trouve ça incroyable. Vraiment, le moment Chirac, pour moi, c'est quand même incroyable. Non, mais c'est incroyable. Parce qu'en tant que Rouennais, quand tu es là et tu attends des informations de la part de l'État, on attendait des résultats d'analyse qui sont pas venus, on attendait ceci, cela, puis on nous dit, oui, il y aura les résultats d'analyse définitifs à 18 h, on nous a dit deux, trois petits trucs, et puis finalement c'est reporté, et aujourd'hui on sait toujours pas, on fait des... Et en fait, et tout ça, j'ai même eu du mal à le trouver sur Internet. J'ai même eu du mal à le trouver sur Internet, ces informations. Parce que c'était Chirac. C'était Chirac. Et en fait, tout d'un coup, je ne sais pas dire quel est l'état d'esprit qui a pu leur donner ça, mais tout d'un coup, il y avait comme s'ils cachaient le problème. Mais tu vois, c'est même pas comment par lâcheté, tu vois, pas par manipulation consciente. Je trouve que c'est de la bêtise et de la lâcheté de pas forcément donner plus d'informations sur Rouen. Ah ben ça, de toute façon, nous vivons dans des sociétés où les dirigeants ne brillent pas vraiment par leur courage et par leur intelligence. Ça, on le sait depuis longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux... Euh, il y a à peu près 1600 sites comparables en France, de sites classés Céveso, donc dangereux, chimiques. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui nous écoutent, maintenant que tu en as vécu un de près? Mm -hmm. Qu'est-ce que les gens devraient faire? Alors déjà peut-être une chose. Bon, moi je te suis beaucoup, donc je suis même abonné à ton Patreon, donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup, on a, je pense qu'on a beaucoup d'informations en commun. Je suis déjà d'accord qu'il faut savoir être indépendant intellectuellement. C'est, je pense, la chose la plus importante, surtout se sentir bien aussi. Ça paraît très con, mais déjà être indépendant intellectuellement et savoir être bien dans sa vie, c'est important. Et comprendre une chose qui me semblait fort comme mot, mais qui est assez vrai aujourd'hui, c'est que l'État français, c'est presque l'ennemi de la France aujourd'hui. Donc c'est un peu extrême peut-être dit comme ça, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bah, je pense qu'il faut prendre le temps, l'énergie de savoir un peu anticiper et de lire tes deux bouquins, que ce soit Survivre à l'effondrement économique et puis NRBC, pour finalement mettre en place quelques petits éléments. C'est vrai que c'est pas si cher que ça, hein, donc au moins quelques petits éléments pour avoir un petit peu de recul. Hein. On est bien content d'avoir un peu d'eau, on est bien content d'avoir des masques filtrants, voilà. Je pense que et puis surtout le lien social. Ayez vraiment des gens intéressants, des gens qui peuvent vous donner des informations. Moi, des gens de valeur, c'est super bien, quoi.
c'est vraiment un des éléments les plus importants. Indépendance intellectuelle, savoir avoir un peu d'autosuffisance et un bon réseau. Voilà, je pense que 3 conseils déjà super importants. Après, il y aurait d'autres conseils évidemment, mais voilà, c'est tout ton travail qui est là-dedans après. Ouais, alors juste une petite annonce. En fait, on a un groupe de jeunes qui peuvent être assez motivés. Donc, si jamais et d'ici l'été, d'ici 2020, normalement, je voudrais euh, aller en campagne et puis démarrer finalement mon projet de BAD. Donc, si jamais vous avez des informations intéressantes là-dessus ou vous cherchez aussi vous, du monde pour ce projet, bah, vous pouvez me contacter par mon VK sur William Perroquet. Et on commencera à discuter, puis on verra si on peut faire quelque chose ensemble ou pas. Mais voilà, moi j'ai des compétences dans le domaine médical, je suis très sportif, et puis plein d'autres domaines, que ce soit dans le bricolage, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de souci, j'ai une valeur ajoutée. Donc si vous vous êtes intéressé, contactez-moi, ce sera avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup, William. Voilà, comme vous l'avez entendu, par ce court témoignage, euh, la problématique liée à vivre à côté d'un site Céveso, c'est que d'abord, la plupart des gens ne sont pas au courant d'habiter près de sites Céveso. Il y en a 1600, peut-être un peu plus en France, en tout cas à peu près 2000, un peu moins de 2000. Ce sont des sites qui contiennent des produits potentiellement dangereux. Ce sont des produits chimiques, des produits hydrocarbures. En l'occurrence, dans cette usine, il y avait en plus un toit rempli d'amiante. Et tout ça qui brûle finit dans des fumées ou dans des explosions. Ça aurait pu être grave, hein, avec des nuages de chlore, etc. Tout ça peut être dangereux, donc il faut s'informer. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle NRBC. Je ne l'ai pas écrit tout seul, parce que je ne suis pas un expert de problèmes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Je l'ai écrit avec Chris, qui est le co-auteur de ce livre, et qui lui est un ancien chef de cellule de la gendarmerie, du GIGN, donc du groupe intervention de la gendarmerie nationale, qui sont des forces d'élite. Et lui était responsable de la cellule NRBC, c'est-à-dire des gens qui se préoccupent et qui savent intervenir en cas de risque d'événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Alors là, on parle d'événements chimiques, et j'ai pris quelques exemples, donc vous pourrez... Alors ce livre est en rupture de stock, parce qu'évidemment, il n'y en a plus, donc il est en train d'être réimprimé, donc d'ici quelques semaines, j'espère, d'ici quelques mois, vous allez pouvoir le retrouver. Donc allez dans votre librairie, commandez-le, parce qu'il y a les comportements et quoi faire lorsqu'on habite près d'un site Céveso, et évidemment lorsqu'il y a ce genre d'événement, ce genre d'accident. Alors, ce qu'il faut savoir, ce sont d'abord, il faut comprendre quels sont les types de risques. Donc, effectivement, type de produits chimiques, d'intoxication qui peut être aigu, subaigu, chronique. Donc, ça dépend du type voilà, de voie de pénétration que vous avez eu et de la quantité, évidemment, de ces éléments toxiques que vous avez eus, qui peuvent se faire par voie respiratoire, inhalation, par voie orale, par ingestion, par voie cutanée, donc contact avec la peau, et par exemple aussi par voie oculaire. Et qui peuvent irriter ou causer des problèmes, des dommages très sérieux parfois. Alors, heureusement, Lubrizol, c'est beaucoup de produits chimiques type hydrocarbures, il y a peut-être d'autres choses, mais dans l'ensemble, ce n'est pas aussi violent, et heureusement, qu'un nuage de chlore ou de produits de type extrêmement suffocant, par exemple des gaz suffocants qui pourraient voilà, faire arrêter les voies respiratoires et créer une suffocation, par exemple, ou des gaz qui atteignent le système nerveux. Alors c'est le cas des hydrocarbures, s'ils sont ingérés, ils ont des effets neurologiques, hein, donc ça c'est très important. Donc si par exemple vous avez des troubles de la vision, des nausées ou des vomissements, il faut vite aller se faire traiter, hein, parce que c'est des alertes. Et si vous avez des hypersécrétions salivaires, des tremblements, des convulsions ou des pertes de conscience passagères, là c'est que vous êtes atteint au niveau neurologique de manière assez lourde. Donc ça, il faut vraiment vite aller aux urgences. Euh, et ça vaut pour vous si vous êtes atteint, mais aussi si un de vos proches ou quelqu'un qui est en face de vous ou près de vous est atteint lui-même, hein, parce qu'évidemment, à ce moment-là, c'est vous qui l'amenez aux urgences. C'est important. Donc tout ça, on l'explique, hein, dans le livre, dans le détail, comment identifier le risque, comment identifier le danger.
Et puis, bien sûr, quelles sont les conduites à tenir, typiquement, comment se confiner si on ne peut pas fuir, comment colmater toutes les fenêtres, ça c'est ce aurait dû faire la population de Rouen, et ce qu'aurait dû expliquer les radios et les télévisions de Rouen, c'est-à-dire, ok, restez chez vous, c'est un nuage potentiellement toxique, ça peut être dangereux, on ne sait pas encore, donc par mesure de sécurité, restez chez vous, fermez les fenêtres, colmater, du scotch, donc évidemment il faut prévoir d'avoir du scotch chez soi, donc des bandes adhésives sur les fenêtres, sur les trous de serrure, arrêter les systèmes de ventilation s'il y en a, etc. Boucher les cheminées si vous avez des vieilles cheminées, etc. Tout ça, on l'explique, hein, comment obstruer les ouvertures, etc. Quelles sont les conduites à tenir. Ça peut, dans certains cas, par exemple, si vous savez que l'usine à côté a des produits extrêmement graves, comment évacuer éventuellement, si vous avez le temps. Donc ça aussi, est-ce qu'on a le temps? Donc on peut travailler. Par exemple, voilà, comment déterminer les zones euh, euh, de chute, on va dire, des produits en fonction de la direction du vent. Et donc comment fuir? Donc ne pas fuir avec le vent parce que vous allez peut-être rattrapé par ces nuages toxiques ou chimiques. Et puis voilà, par exemple, voilà, quelles sont les procédures aussi de désintoxication des vêtements qui peuvent être souillés ou par ces produits. Tout ça, on l'explique vraiment dans le détail, et puis ça implique, bien sûr, voilà, on a même des schémas qui expliquent comment se déshabiller sans faire une intoxication, comment se laver, etc. Alors ça paraît tout bête, et d'ailleurs c'est pas très difficile à faire. C'est pour ça que ces livres ont de la valeur. Et puis à long terme, on explique aussi comment avoir une protection alimentaire, parce que ce nuage va, comme l'a dit notre témoin, il va tomber, il va probablement souiller des champs dans lesquels vivent des animaux, dans lesquels on récolte des fruits, des légumes, etc., et qu'on va peut-être ingérer. Donc comment éviter, alors là on explique, voilà comment éviter une intoxication. Alors on parle évidemment de problèmes aussi nucléaires ici et radiologiques, mais en l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'effet chimique, et comment voilà, on peut éviter une surintoxication par la préparation, le nettoyage, la filtration éventuelle des aliments, des plantes et aussi des terrains. Comment est-ce qu'on va nettoyer un sol? On n'a pas forcément toujours une société d'assainissement qui va venir immédiatement. En plus, c'est très cher. Nettoyer votre potager ou votre sol ou que sais-je. Donc, on sait par exemple que les pectines sont utiles. On sait que la soupe miso pas la soupe, mais le miso, qui est cette pâte de soja fermentée que l'on trouve dans les magasins d'alimentation asiatique et particulièrement japonaise, sont efficaces. Et enfin, il y a quand même du matériel que vous pouvez avoir. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir le matériel, ça c'est typiquement des matériels pour professionnels, pour pompiers, mais des simples masques respiratoires à 10 euros ou à 5 euros, des gants médicaux, etc., un grand avantage, vous donnent un grand avantage si vous devez sortir, manipuler, par exemple à Rouen. Pour moi, il me paraissait évident qu'il fallait, si vous étiez absolument obligé de sortir, de porter un petit masque pour ne pas respirer. Et puis s'il pleut, à ce moment-là, c'est d'aller vous abriter parce que cette pluie, elle va vous amener des hydrocarbures mélangés avec des gouttes d'eau sur vos vêtements, sur votre peau. Ça peut amener des irritations, ça va finir dans les yeux, et si vous touchez, vous savez, on porte nos mains à nos muqueuses, yeux, nez, bouche, plusieurs milliers de fois par jour. Inévitablement, vous allez le faire, donc vous allez vous intoxiquer ou avoir des problèmes. Donc, mieux vaut éviter cela, mieux vaut donc à ce moment-là porter des gants, éviter la pluie, rentrer chez vous, rester coincé pendant quelques jours. Voilà, faites des enfants. Je sais pas. En tout cas, tout est expliqué dans ce livre. Je vous mettrai le lien à Amazon, mais il est en rupture de stock. Mais à partir de novembre ou décembre 2019, il sera à nouveau disponible. Voilà, en tout cas, je souhaite bon courage aux amis de Normandie et de Rouen, qui est une très belle ville que je connais, et en espérant qu'ils n'auront pas d'intoxication chronique à long terme. Et en tout cas, voilà, l'État devrait quand même informer de manière sérieuse, professionnelle et non pas ignorante la population,
et qu'ils apprennent de ces accidents qui sont quand même, je dirais pas ultra fréquents, mais qui arrivent plusieurs fois par an dans plein de pays du monde, etc. Il y en a eu des énormes en Chine ces dernières années, il y en a eu en Russie, en Ukraine, il y en a aux États-Unis. Ça arrive régulièrement. Un monde industriel, c'est un monde avec beaucoup de risques d'accidents industriels, des risques donc d'empoisonnement chimique, toxique. Tout ça, on l'explique dans ce livre. Et préparez-vous.